On est live, je crois. Excellent. Bonjour tout le monde, bienvenue au Planétarium Rio Tinto Alcan. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Mon nom est Maxime, je suis concepteur et éducateur scientifique ici au Planétarium. Et on est là pour la 3e édition de Au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas si vous avez vu les autres éditions déjà. Donc, Au-dessus de nos têtes, c'est un rendez-vous qu'on se donne aux 2 semaines pour explorer qu'est-ce qui se passe dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a de nouveau du côté de l'astronomie, est-ce que les planètes se sont déplacées, est-ce qu'il y a un événement astronomique. Donc, on explore ça, puis à chaque semaine, on prend une loupe un peu différente pour explorer le ciel. On s'inspire de l'actualité. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Bien, il y a plusieurs planètes qui sont là, mais ça, Myriam, il y a 2 semaines, lors de la dernière édition, a déjà fait un spécial sur les planètes. Et moi, j'avais le goût de vous parler de quelque chose qui arrive à la fin de l'été, début de l'automne. Donc là, je ne veux pas être pessimiste, mais oui, l'automne s'en vient. L'objet le plus lointain qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, la galaxie d'Andromède. Donc, on va y venir. Mais aussi, hier, c'était la pleine lune. Bien, il y en a plus qu'une. Ça se répète à toutes les quelques semaines. On en parlera. Et donc, on va se servir de la Lune aussi pour explorer le ciel, puisque la Lune, c'est un outil très puissant pour nous guider dans le ciel. Donc, ça peut nous pointer vers des astres intéressants à observer. Mais on a une drôle de relation lorsqu'on fait de l'astronomie avec la Lune, là, une espèce de relation amour-haine, parce que en même temps, c'est utile, la Lune, mais aussi son éclat, sa lumière, fait en sorte qu'elle a tendance à tout masquer. Elle attire tous les regards vers elle, et ça peut devenir difficile de voir des objets du ciel profond. Ceci dit, moi, pour avoir fait beaucoup d'observations du ciel et avoir montré la Lune au télescope, aux jumelles, c'est probablement les plus gros wow que j'ai entendus lorsque je montrais ça aux gens sans montrant la Lune. On a un niveau de détail en observant la Lune qui est vraiment fascinant, qu'on ne peut pas atteindre en observant Mars, en observant d'autres planètes. La Lune, puisqu'elle est proche de nous, c'est l'objet, c'est l'astre le plus rapproché qu'on peut observer dans le ciel, on a un niveau de détail qui est inégalé. Donc, on va se promener d'un extrême à l'autre de ce que notre champ de vision nous permet de voir, l'astre le plus proche, l'astre le plus lointain. Pour faire ça, je ne vais pas être seul. J'ai mon collègue Loïc qui est là, que vous entendrez peut-être me glisser des questions à l'oreille à l'occasion, puisque si vous avez des questions, je vous invite à les écrire et je vais tenter d'y répondre. À vrai dire, je vais répondre à toutes vos questions. Et des fois, la réponse sera « je ne le sais pas ». C'est possible et c'est tout à fait louable. Dans quel cas, peut-être mon collègue pourra renchérir là-dessus ou faire une petite recherche pour m'aider et me dépanner là-dessus. Mais ça arrive des choses qu'on ne sait pas et ce n'est pas plus grave que ça. Mais la question elle-même peut être intéressante néanmoins. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et si jamais on va chercher l'information plus tard, aussi on y répondra dans les commentaires. Il y a aussi donc le technicien Simon qui nous a donné un coup de main pour le son. Alors voilà. Et puis Myriam va revenir dans 2 semaines. Elle est partie en congé cette semaine. Donc je prends la relève et je vais tenter de me débrouiller aussi bien qu'elle dans le logiciel de simulation astronomique dans lequel je vais nous transporter juste à l'instant. Donc, c'est le logiciel Stellarium qu'on utilise, un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez télécharger à la maison. C'est vraiment très, très utile. C'est un peu comme un cherche-étoile, mais qui va encore plus loin, qui nous permet de visualiser le ciel à tout moment de l'année. On peut se projeter loin dans le futur et on a toutes sortes d'outils de visualisation là-dedans. Donc, c'est vraiment comme un logiciel qu'on utilise dans le planétarium ici, mais qui donc est accessible à tous et vraiment pour un format d'écran plus traditionnel. Donc, nous sommes au ciel de ce soir. Il y a quelques minutes seulement, là, donc là, il est 18h35 à l'heure actuelle. On va avancer le temps pour se plonger dans l'obscurité parce que c'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc, j'avance tranquillement le temps, juste ici. On va aller un petit peu plus vite. On fait face à l'ouest, puisqu'on est tourné vers le soleil couchant. On va se tourner vers le sud, ceci dit, puisque les premiers astres qu'on va voir apparaître peu de temps après le coucher de soleil, ça va être au sud que ça va se passer. Donc, je me tourne comme ça ici, vers le sud. Je vais afficher les points cardinaux, juste pour être certain que je m'oriente bien. Voilà. On va accélérer un petit peu plus le cours du temps aussi pour commencer à voir quelques astres apparaître. Voilà, juste ici. Donc, on a un point très brillant qui vient apparaître juste là.
Et si vous étiez à l'écoute il y a 2 semaines, définitivement, Myriam en a parlé, c'est la planète Jupiter. La plus brillante planète qu'on va voir au moment du coucher de soleil. Le premier astre à apparaître, qui n'est pas une étoile, donc c'est une planète, dans la constellation du Sagittaire, que vous voyez apparaître juste autour d'elle. Et c'est toujours fascinant de voir ça. Si on a une paire de jumelles, on est capable de distinguer les quelques petits satellites qui orbitent, satellites naturels, donc les lunes, les 4 principales lunes qui vont orbiter autour de Jupiter, qu'on voit très bien disposés ce soir, de part et d'autre, 2 d'un côté, d'une de l'autre, les satellites galiléens, ceux-là. Donc, on peut voir ici, si jamais on a accès à un télescope, toujours incroyable d'être capable de voir Jupiter comme ça, avec ses bandes atmosphériques et parfois sa grande tache rouge. Donc, je vous invite à surveiller l'apparition de ce point-là dans le ciel peu de temps après le coucher de soleil. Vraiment, vous ne pouvez pas le manquer en direction sud. Donc, si vous faites face au coucher de soleil, c'est à votre gauche et ça va être le premier point à apparaître de ce côté-là. L'autre planète qui la suit, juste derrière, un peu plus loin, c'est Saturne en réalité. Tiens, je vais afficher leur nom comme ça ici. Et si on s'en approche, Saturne aussi. Celle-là, on a peut-être besoin d'un télescope plutôt pour bien l'apprécier parce qu'aux jumelles, au mieux, on va voir peut-être une forme d'olive, là, si on a un assez fort grossissement. Mais si on s'en approche assez pour la peine avec un télescope, lorsqu'on atteint un grossissement de un peu moins de 100 fois même, on réussit à bien voir les anneaux qui entourent cette magnifique planète-là. Qui n'est pas très brillante à l'heure actuelle. Elle deviendra plus si on avance le temps. D'ailleurs, je vais faire ça un petit peu ici. Donc, on va se plonger un peu plus dans l'obscurité. Et voilà, comme c'est ici. Donc, les premiers points à apparaître. Si on revient plus en arrière, là, on devrait avoir plusieurs étoiles quand même qui commencent à apparaître. Si on se tourne vers l'ouest, dans la direction du coucher de soleil, on peut encore apprécier une étoile incroyablement brillante qui est juste ici. C'est Arcturus, celle-là. Arcturus de la constellation du Bouvier, qui est une des 2 étoiles les plus brillantes qu'on voit à la tombée du jour, là, et on pourrait se méprendre et penser que c'est une planète. Elle a une petite teinte orangée, elle est dans la direction ouest, donc on pourrait penser que c'est Jupiter, celle-là, ou Saturne, mais non, c'est l'étoile Arcturus de la constellation du Bouvier. Et plus haut, on va aussi avoir Vega, une des autres premières étoiles qui va apparaître. Celle-là, elle est très, très proche du zénith, Vega de la constellation de la Lyre, donc qu'on va aussi retrouver et qui forme le grand astérisme qu'on appelle le triangle d'été. J'y reviendrai. Je vais y revenir, dis-je plutôt, mais je veux tout de suite attirer votre attention vers... On va dézoomer un peu. Vous voyez cette constellation-ci, je vais éteindre les autres constellations. La Grande Ourse, donc, qui est notre repère, vraiment, là, la forme la plus facile à retrouver, c'est la grande casserole de la Grande Ourse, et c'est elle qui va nous aider à s'y retrouver dans le ciel pour retrouver le nord, retrouver l'étoile polaire. Donc, je vous rappelle, le truc, c'était juste ici de suivre les 2 étoiles du côté opposé aux manches de la Grande Ourse, de notre casserole, juste ici. Et on s'imagine qu'il y a un grain de popcorn qui va sauter de la casserole et sauter 5 fois plus haut que la profondeur du chaudron et va aller rejoindre comme ça cette étoile-ci. Et c'est elle, l'étoile polaire, juste là, qui est ici. Donc, l'étoile polaire qui, elle, appartient à la constellation de la Petite Ourse. Une fois qu'on a trouvé la Petite Ourse et l'étoile polaire, on a trouvé le nord et à partir de là, on est capable de s'orienter. Ce qui est pratique parce que peut-être de chez vous, vous savez les points cardinaux, peut-être que vous avez vu le soleil se coucher, mais si jamais vous êtes en camping et tout d'un coup, vous levez les yeux au ciel, vous quittez le feu du regard et puis là, vous regardez vers le ciel et là, vous perdez vos repères un peu parce que vous voyez un nombre d'étoiles incroyable. Mais si vous êtes capable de retrouver l'étoile polaire et à partir de là, retrouver vos points cardinaux, vous serez peut-être capable de vous y retrouver dans un cherche-étoile ou dans un logiciel comme celui-là. On me fait signe qu'on a une question, Loïc, n'est-ce pas? Une question de Linda Lépine qui demande « L'étoile polaire se trouve où par rapport à la Lune? » L'étoile polaire se trouve où par rapport à la Lune? Bien, j'y reviendrai à celle-là, mais c'est une question un peu piège, puisque la Lune bouge dans le ciel. Donc, géographiquement parlant, dans l'orientation du ciel, on ne peut pas donner une indication par rapport à la Lune, puisque
la Lune se déplace par rapport à nous, est en orbite autour de la Terre. Mais en termes de distance, si on peut s'intéresser à ça, la lumière de la Lune prend 1,3 secondes à nous atteindre. Donc, la Lune est située en moyenne à 384 000 km, alors que l'étoile polaire, elle, est située à peu près 430 années-lumière. Donc, la lumière de l'étoile polaire prend 430 années pour rejoindre la Terre, alors que la lumière de la Lune prend seulement 1,3 secondes. Donc, ça donne quand même une idée de la distance qui sépare ces astres-là. La Lune est de loin beaucoup plus proche que les étoiles et on va y revenir, même si ce n'est pas la porte d'à côté non plus, 384 000 km. Bon, on a trouvé la constellation de la Grande Ourse, on a trouvé l'étoile polaire et la Petite Ourse. Là où je veux attirer votre attention, c'est vers une autre constellation. Peut-être que vous la connaissez, celle-là, c'est une autre constellation iconique qu'on peut voir à tout moment de l'année. Elle a une forme de W. Si vous prenez le chaudron de la Grande Ourse et vous allez juste un peu plus loin dans la même direction de l'étoile polaire, vous allez tomber dans des étoiles qui ont une forme de W juste ici, dans la constellation donc de Cassiopée. Juste là, on va se déplacer dans cette direction-ci. Parce que j'ai un peu de difficulté à voir avec tout l'éclairage qui éclaire mon écran en ce moment. J'ai un peu de difficulté à m'y retrouver. Mais bon, voilà, la constellation de Cassiopée qui est juste ici. Tiens, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre un petit moment pour paramétrer l'affichage. D'ailleurs, si vous êtes curieux de voir comment ça fonctionne, ce logiciel-là, pas la prochaine capsule. Notre prochaine capsule va traiter des saisons, mais la suivante, donc normalement dans 4 semaines, cette capsule-là, elle va s'intéresser au programme Stellarium. Donc, si vous êtes curieux, voir comment ça fonctionne et si vous voulez pousser un petit peu plus loin, eh bien voilà. Et on va avancer un petit peu plus le temps aussi. Tiens, on va se mettre un petit peu plus tard, jusqu'à, disons, 22 heures environ, que voici. Donc, on va s'arrêter juste là. On va enlever le nom des planètes. Donc, on a trouvé notre W ici, la constellation Cassiopée. Cassiopée qui est la reine d'Éthiopie dans la mythologie. Qu'on peut voir juste ici, la figure mythologique. Cette forme de W-là est fort utile aussi, un peu comme la grande casserole de la Grande Ourse. Elle nous guide vers d'autres étoiles et c'est elle qui va nous aider à trouver l'astre le plus lointain qu'on peut voir de l'œil nu, beaucoup plus loin que l'étoile polaire aussi. C'est la galaxie d'Andromède. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est prendre le W de Cassiopée ici, comme ça. Et vous voyez que le W, bien, si on se concentre sur le deuxième V du W, ça fait une flèche. Une flèche qui pointe dans la direction de cette étoile-ci, qui appartient à la constellation d'Andromède. Donc, on se rapproche. L'étoile Miracle, qui est juste ici. Si vous êtes capable de bien voir Miracle, c'est bon. Mais idéalement, il faudrait être capable de voir la petite étoile qui est au-dessus aussi, si vous souhaitez être capable de voir la galaxie d'Andromède à l'œil nu. Donc, la petite étoile qui est juste ici, qui appartient aussi à la constellation d'Andromède, donc, qui est là. Elle n'a pas un nom particulièrement intéressant, c'est Mu Andromeda. Donc, ce n'est pas une étoile qui est très, très brillante, mais elle va nous guider et en plus, c'est un bon indicateur qu'on a une qualité de ciel assez bonne pour faire l'observation de la galaxie d'Andromède. Parce que s'il y a trop de pollution lumineuse, c'est difficile. Si la Lune est présente aussi, ça va être assez difficile. Donc, ça nous prend un ciel assez sombre. Une fois qu'on a retrouvé cette autre petite étoile-là, bien, on prend Miracle et on suit dans la même direction que cette petite étoile-là, mais dans une distance de plus, une distance plus loin, juste ici. Juste à côté d'une autre petite étoile qui est presque en ligne, mais pas tout à fait, juste ici, c'est là que se trouve notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède. Tiens, si je zoome juste ici, vous allez voir de quoi je parle. Ah, j'avais presque cliqué sur Andromède, la voilà plutôt. On va la centrer et zoomer. Et ça, c'est fascinant d'être capable de voir ça dans le ciel, notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède. À l'œil, ça va apparaître comme un petit nuage ou une petite section de la Voie lactée qui se serait presque détachée du reste. C'est pas spectaculaire. C'est pas à l'œil là, grandiose. On ne voit pas autant de détails qu'on en voit ici à mon ordinateur.
On ne verra pas tous les détails plus sombres des bras spiraux. C'est vraiment la photographie qui va révéler ça. Et ça prend quand même passablement de talent pour en arriver là aussi. Mais d'être capable de voir des étoiles qui constituent une autre galaxie, qui n'appartiennent pas à la Voie lactée et qui sont situées à 2,5 millions d'années-lumière. La lumière de ces étoiles-là a pris 2,5 millions d'années pour nous atteindre. Imaginez, inversement aussi, la lumière de la Terre qui vogue dans l'espace, notre lumière actuellement, ne s'est pas encore rendue là, bien, pas notre lumière à nous. S'il y avait des Andromédiens qui s'étaient construits un immense télescope et qui épiaient la Terre en ce moment, ils verraient la Terre telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, parce que la lumière de la Terre a pris 2,5 millions d'années. Donc, vous verrez nos ancêtres Homo sapiens en train de fabriquer leur premier outil et ils leur souhaiteraient probablement bonne chance pour arriver à comprendre l'univers dans lequel ils se trouvent un jour. Donc, c'est lorsqu'on prend conscience de ces distances-là, de ce que ça représente, ce qu'on est en train d'observer, que c'est absolument fascinant. Donc, je vous invite à tenter de retrouver la galaxie d'Andromède. On peut la voir à l'œil. Si on a une paire de jumelles, ça peut être une plus belle observation encore et plus facile à trouver. Et puis, si on a un télescope, il ne faut pas trop grossir cependant. Donc, on prend un petit grossissement à ce moment-là pour pouvoir l'observer. On me signale qu'on a une autre question, Loïc. Louise nous demande, je vois une étoile à 22 heures et plus tard qui scintille ou étincelle, comme un avion très haut, un petit peu plus intensément que les autres, au nord-nord-ouest. Ce n'est pas une lumière statique. Quel est l'angle de vue qui la fait scintiller ainsi? Probablement, oui. Donc, je vais répéter la question. Donc, on observerait une étoile qui scintille beaucoup, presque comme un avion, en direction nord-nord-ouest, aux environs de 22 heures. On se demande, est-ce que c'est l'angle de vue qui la fait scintiller ainsi? Ce qui fait scintiller des étoiles, c'est l'atmosphère de la Terre, en réalité. C'est ce qu'on appelle l'effet barbecue. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'au-dessus d'un barbecue, au-dessus d'un feu de camp, l'air qui est chaud va créer de la turbulence et fait en sorte que ce qu'on observe derrière va osciller. Notre atmosphère fait constamment ça. On ne le remarque pas toujours à l'œil, mais dans un télescope, on le remarque et ça va créer le scintillement des étoiles. À l'œil, lorsqu'on observe un point qui est très, très petit, infiniment petit, une étoile qui est si loin nous apparaît comme un point infime, cette oscillation-là va sembler la faire se déplacer ou va dévier les rayons, si bien qu'une fraction de seconde, on ne voit plus le rayon, puis la seconde d'après, on voit seulement le rouge et ensuite seulement le vert, donc elle va sembler changer de couleur un petit peu. On peut tenter de trouver quelle est cette potentielle étoile un peu plus brillante que les autres en direction nord-nord-ouest aux environs de 22 heures. Eh bien, je pense que c'est Arcturus, n'est-ce pas? Notre étoile très brillante de la constellation du Bouvier qui vraiment dépasse en luminosité toutes les autres étoiles de ce coin-là du ciel, qu'on pourrait méprendre pour une planète, mais justement, puisqu'elle scintille, c'est un indice que ce n'est pas une planète. Parce que les planètes, elles ont un diamètre apparent légèrement plus grand dans le ciel, si bien que l'effet barbecue va faire moins sembler scintiller une planète qu'une étoile. Une étoile va apparaître beaucoup plus petit, vraiment, comme je disais, un point infime, et donc on va le voir scintiller beaucoup plus à ce moment-là. Alors voilà pour notre galaxie d'Andromède. Un autre repère qu'on peut tenter de trouver pour retrouver la galaxie d'Andromède, c'est le fameux carré de Pégase, la constellation de Pégase, qui est juste ici, le fameux cheval ailé, qui forme un grand carré dans le ciel. Donc, près du W de Cassiopée, on a le carré de Pégase qui est là. Et la Lune qui, ce soir, donc, est en train de se lever dans cette région-là du ciel aussi. Donc, la Lune, comme je vous disais, ça peut être intéressant de l'observer, mais pour faire l'observation d'objets du ciel profond, comme la galaxie d'Andromède, elle va souvent plutôt nuire. Donc, ce soir, par exemple, pour que le ciel devienne assez sombre pour nous permettre de voir la galaxie d'Andromède, il faudrait normalement attendre jusqu'à ça, 22 heures, mais malheureusement, à ce moment-là, la Lune quasi pleine va être en train de se lever aussi. On va se projeter un petit peu plus loin dans le temps. On va avancer un peu l'heure. Pour voir ça, je vais nous enlever les constellations ici et on va avancer le temps pour aller un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, 23 heures, minuit, on voit la Lune qui se lève et qui monte
au-dessus de l'horizon sud. On va s'arrêter ici, tiens. Donc ça, ce serait normalement un excellent moment pour pouvoir voir notre galaxie d'Andromède qui est sous le W de Cassiopée ici. Malheureusement, la Lune ce soir va être pas mal dans les parages à partir de 10 heures, dès qu'il fait suffisamment noir. Mais si on attend quelques nuits, la Lune n'est pas toujours au même endroit dans le ciel. La Lune se déplace, la Lune orbite autour de la Terre et ne se lève pas toujours aux mêmes heures. D'une nuit à l'autre, la Lune se déplace de 12 degrés. Donc, si on avance d'une journée, vous avez la position de la Lune qui est juste ici. Si on avance d'une journée, la Lune s'est déplacée de 12 degrés. Elle va donc se lever un petit peu plus tard à ce moment-là, 40 minutes plus tard environ, et se coucher 40 minutes plus tard aussi. La journée suivante, elle va être juste ici, près de la planète Mars. Tiens, on va y revenir. Une autre journée plus tard, 12 degrés plus loin, 12 degrés plus loin, 12 degrés plus loin. Si bien que là, on est rendu le 14 septembre, la Lune n'est toujours pas levée à minuit, 2 heures du matin même. Donc, on peut faire l'observation de la galaxie d'Andromède ou des objets de ciel profond beaucoup plus longtemps comme ça. Et justement, tiens, on va passer à la présentation de la Lune que j'ai préparée pour vous. Parler un peu de ce mal-aimé de l'astronome, notre acolyte céleste, qui est juste ici. La Lune, c'est quoi exactement? C'est un objet qui est familier, qu'on est habitué de voir dans le ciel. C'est notre satellite naturel. Donc, ce n'est pas une planète, mais ça en a presque toutes les caractéristiques, sauf que ça n'orbite pas autour d'une étoile. Donc, pour être une planète, qu'est-ce que ça prend? Bien, il faut être assez gros pour être rond, il faut dominer gravitationnellement son orbite et il faut être en orbite autour du Soleil. Donc, la Lune, bien, si elle était seule, peut-être qu'elle dominerait gravitationnellement son orbite, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle est autour de la Terre. Elle est assez grosse pour être ronde, ça définitivement, mais elle n'orbite pas autour du Soleil, elle orbite autour d'une planète, dans notre cas, notre planète à nous, la Terre. Et la Lune, donc, a 27 de la taille de la Terre, donc à peu près 4 fois plus petite que la Terre en termes de diamètre. Et souvent, on se l'imagine un peu comme ça. On les imagine côte à côte, ou on nous les représente comme ça dans une image ou peu importe, sur Internet, dans un livre d'école. Mais en réalité, la distance entre les deux ressemble plus à ça. Donc, la Lune est à 384 000 km, comme je vous disais, en moyenne. Ça varie, donc de 356 000 à 410 000. Souvent, chez les fans d'astronomie, il y a une certaine fierté lorsque notre voiture, c'est souvent rendu un vieux bazou à ce moment-là, se rend à la distance de la Lune. Alors, si vous voulez faire la version facile de la chose, vous pourrez vous rendre au périgée à ce moment-là, qui est de 356 000 km, comme je vous disais. Mais si vous êtes vraiment tough, il faut se rendre à 410 000 km pour la distance maximale de la Lune à ce moment-là. Il y avait une question qui m'était signalée, Loïc. Je demande, quelle est la nature des roches qui constituent la Lune? Quelle est la nature des roches qui constituent la Lune? Très intéressant. C'est la même nature de roche qui constitue la Terre, en réalité. Les deux astres sont issus de la même genèse, si vous voulez, donc le fruit de la même histoire de formation. En réalité, le scénario qui est à l'heure actuelle le plus communément admis par la science, c'est qu'un ancêtre des deux, qui aurait probablement formé une planète qu'on appelle Theia, aurait été frappé par Gaïa, ou peut-être que je mélange les deux, là. Mais en tout cas, il y a Theia et il y a Gaïa, et il y a deux astres assez grands pour devenir des planètes, mais qui finalement finissent par entrer en collision. Et cette collision-là a été terrible, a été faite de billets un petit peu aussi, et ça l'a arraché à Theia et Gaïa une bonne partie de cette matière-là qui est partie vers l'espace. La majorité de la matière a reformé un seul corps uni qui est formé la Terre, mais de cette matière-là qui est partie vers l'espace, il y en a une grande partie qui s'est condensée pour former la Lune éventuellement. Donc, c'est la même matière qui forme la Terre et la Lune. Bon, les composantes vont varier très légèrement parce qu'on a un petit peu plus de matière de surface, un peu moins de fer qui avait déjà migré vers le centre de la Terre naissante, qui est allé former la Lune. Mais c'est le même type de roche, donc on va retrouver du basalte, silice, ainsi de suite, donc la même composition chimique en termes de matière.
Donc, voilà pour la taille et la distance qui sépare la Terre et la Lune. Bon, aussi, la Lune, chose importante, justement, on le dit, elle est faite de roche. Donc, elle ne produit pas sa propre lumière. Ce n'est pas de la roche assez chaude pour être incandescente ou quelque chose comme ça. La Lune a besoin de l'apport du Soleil pour qu'on puisse la voir. Hein? S'il n'y avait pas le Soleil, bien, la Lune aurait beau tourner autour de la Terre, ça ferait qu'un masque noir qui se déplacerait devant les étoiles tout au mieux. De toute façon, on ne serait pas là pour pouvoir l'apprécier. Et donc, la Lune, c'est une sphère de roche qui est toujours à demi éclairée par le Soleil. Mais puisqu'elle tourne autour de la Terre, bien, la configuration, la géométrie entre la Terre, le Soleil et la Lune va faire en sorte que on ne voit pas toujours la même portion de la face éclairée de la Lune. Donc, parfois, on voit, tiens, si j'arrête la Lune juste ici, bien là, on voit presque rien de la partie éclairée de la Lune parce que c'est le côté qui fait face au Soleil et que nous, on est de l'autre côté. Mais si je reprends l'animation et que j'arrête ici, bien là, on voit presque l'ensemble du côté éclairé de la Lune vu depuis la Terre parce qu'elle est de l'autre côté par rapport au Soleil, par rapport à nous. Donc, et cette orbite-là qu'a la Lune autour de la Terre, cette révolution lunaire, bien, elle a une période, donc une durée, savez-vous de combien? Je vous laisse réfléchir. Combien de temps ça prend à la Lune pour faire le tour de la Terre, pour revenir aligner, disons qu'à ce point-ci de son orbite, là, qu'elle est alignée avec l'étoile Antares. OK? Et ça va prendre combien de temps avant qu'elle redevienne alignée avec Antares? Ça va prendre 27,3 jours, ou 27 jours, 7 heures et 43 minutes. C'est le temps que ça prend à la Lune, donc, pour compléter un cycle lunaire. Et ce qu'on peut voir au cours de ce cycle lunaire-là, c'est quand même assez fascinant aussi. Donc, j'ai une animation ici. J'espère qu'elle va bien apparaître à l'écran. Je sais que les vidéos, parfois, c'est un petit peu plus difficile à jouer. Mais bon, je vais prendre la chance. On voit ici toutes les lunes de l'année, une après l'autre, dans un seul vidéo. Donc, ça, c'est pour l'année 2020. Et on voit les différentes phases de la Lune telles que vues depuis la Terre. Donc, ça nous permet de voir les différentes structures de la Lune aussi qui vont nous apparaître dévoilées une après l'autre. On voit les différentes phases que la Lune peut prendre et on voit aussi qu'il semble y avoir une espèce de respiration de la Lune. Elle semble s'éloigner et se rapprocher de nous. Donc, comme je vous disais, elle n'est pas toujours à la même distance, entre 356 000 km et 410 000 km. Et lorsqu'elle est à son plus proche de nous, et si c'est le moment qui concorde avec une pleine lune, c'est ce qu'on appelle une superlune. Alors, c'est simplement ça, une superlune. Vous en avez peut-être entendu parler. Au mois de mai dernier, c'était la superlune de 2020. Donc, c'était simplement le moment où la Lune était à son plus proche de la Terre, comme ça arrive à tous les mois, mais elle s'adonnait à être pleine à ce moment-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que la Lune, bien, elle nous présente toujours la même face. Hein? Donc, même si elle oscille légèrement, c'est un mouvement qu'on appelle la libration, qui fait en sorte qu'on voit un peu plus que 50 de la surface de la Lune, mais elle nous présente quand même toujours la même face. C'est qu'elle tourne sur elle-même en autant de temps que ça lui prend pour faire un tour autour de la Terre. J'ai mes collègues ici qui vont nous faire une démonstration. Donc, on a la Terre ici, on a la Lune qui est juste là. Je vais les inverser, comme ça ici. Donc, la Lune et la Terre. La face qui fait face toujours à la Terre de la Lune, bien, on va dire que c'est le visage qui est juste ici, très cute. Et nous, on est là, la Terre. Donc, la Lune tourne autour de la Terre, comme on disait, en 27,3 jours. Mais si elle ne tournait pas sur elle-même, ce qui se produirait à ce moment-là, c'est qu'en faisant, disons, un quart de tour autour de la Terre, si elle ne tournait pas sur elle-même, bien, de la Terre, on ne verrait plus le visage de la Lune. On verrait son côté gauche, comme ça ici. Donc, durant qu'elle fait un quart de tour, comme ça ici, elle a besoin de faire un quart de tour sur elle-même pour toujours faire face à la Terre aussi. Donc, elle va compléter un tour autour de la Terre en 27 heures, 27 jours et quelques heures, et elle va faire un tour sur elle-même dans le même temps aussi. D'ailleurs, autre chose qu'on voit dans cette animation-là, comme je vous disais, c'est toutes les structures qui vont se succéder, puisque la partie la plus intéressante pour faire l'observation de la Lune, c'est la partie entre la région éclairée de la Lune et la partie ombragée de la Lune.
Et cette section-là, c'est ce qu'on appelle le Arnold Schwarzenegger. Non, le Terminateur, excusez-moi. Donc, le Terminateur, c'est la partie la plus intéressante à observer. Et je vous aiguillerai là-dessus vers un site assez intéressant qui nous permet donc de suivre la Lune d'une nuit à l'autre pour voir c'est quoi le nom de chacun des cratères qu'on peut observer qui est près du Terminateur. L'adresse est juste là. On va la copier dans les commentaires aussi, éventuellement, peut-être pas en direct, mais ça viendra. Et vous pourrez toujours faire référence à la vidéo avec l'adresse qui est juste ici. Donc, dans le haut de ce site-là, vous entrez la date du jour et ça va vous faire apparaître une image de la Lune sur laquelle vous cliquez pour avoir une image très, très haute résolution comme c'est ici. Voilà. Donc, pour les structures qu'on peut observer sur la Lune. On me dit que le temps file aussi, et ça ne me surprend pas. J'ai toujours tendance à m'étirer lorsque je parle d'astronomie. Je vais rapidement passer sur les noms des phases de la Lune. Hein? Peut-être vous les connaissez. Le cycle lunaire est marqué de 8 phases principales. On a la nouvelle Lune, qui est lorsque la Lune est en face du Soleil. On a le premier croissant. Lorsqu'on commence à voir un peu une partie de la Lune qui est éclairée, c'est le premier croissant à ce moment-là. On a le premier quartier qui suit lorsque la Lune est à demi éclairée. En réalité, c'est comme si on voyait un quartier d'une sphère. Et donc, c'est le premier quartier qu'on voit à ce moment-là. Gibbeuse croissante, la Lune gibbeuse. Gibbeuse, c'est un adjectif qui décrit quelque chose qui est bossu, comme un dromadaire, par exemple. C'est gibbeux. Voilà, donc gibbeuse croissante. Ensuite, la pleine Lune, lorsque la Lune est vraiment de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil. Gibbeuse décroissante, dernier quartier et finalement dernier croissant. Si on saute à notre calendrier lunaire, tiens, on a ici les différentes phases de la Lune que nous pourrons observer au cours des prochaines semaines, les prochains jours, comme ça ici. Donc, vous voyez qu'on vient de passer la pleine Lune le 2 septembre. Ce dimanche, donc, on sera rendu à une Lune gibbeuse décroissante, un dernier quartier aux alentours du 10 septembre, un dernier croissant aux environs du 13 septembre, et finalement la nouvelle Lune le 17, pour nous amener vers la prochaine pleine Lune, qui est le 1er septembre. Si vous êtes rapide en calcul mental, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas 27 jours entre une pleine lune et l'autre, mais plutôt 29 jours environ. Et la raison est la suivante, c'est que oui, la Lune prend 27 jours, 7 heures et 43 minutes pour faire l'orbite de la Terre. Le problème, c'est que durant ce temps-là, la Terre se déplace. Donc oui, la Lune va revenir réaligner avec un même point, disons l'étoile Arcturus, qui serait symbolisé par le point blanc ici. Mais durant que la Lune fait un tour, eh bien, la Terre va aussi se déplacer par rapport au Soleil. Et donc, si à ce moment-là, la Lune se trouvait être dans la direction opposée du Soleil, telle que vue depuis la Terre, bien, un mois plus tard, ce ne sera plus ce point-là qui va être le point opposé au Soleil, tel que vu depuis la Terre. Ça va être maintenant le point vert. Donc, la Lune a besoin de faire plus qu'un tour autour de la Terre, sur son orbite, pour être capable de revenir à la même phase, être capable d'être autant illuminée par le Soleil, tel que vu depuis la Terre. Elle doit rattraper un peu la Terre sur son orbite à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la période synodique. Et celle-là, elle est de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Donc, c'est pour ça que la durée du cycle lunaire est un peu plus grande que la réelle période des révolutions. Et c'est pour ça que ça embête toujours les astronomes de se faire demander ça prend combien de temps la Lune pour tourner autour de la Terre, parce qu'il y a en quelque sorte 2 bonnes réponses à cette question-là. Je conclue là-dessus avec quelques rendez-vous importants qui marqueront le cycle lunaire dans les prochaines semaines et les prochains jours. Donc, nous avons la pleine Lune, et vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, mais il y a la planète Mars qui va être très, très proche de la Lune, et ça, c'est samedi. On va aller voir ça de plus près, juste ici. Donc,
la planète Mars et la Lune qui vont être très, très proches. À compter de 21h30, c'est l'heure à laquelle Mars et la Lune vont se lever. Pour bien l'observer, idéalement, ce serait même plus tard. Et c'est un rapprochement là, qui est très, 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 très près. Même pour certaines régions de la Terre, il va y avoir une occultation. Donc, la Lune va passer devant la planète Mars. Mais c'est plus dans l'hémisphère sud qu'on va être capable de voir ça. De notre côté, avec une paire de jumelles ou un télescope sans un trop fort grossissement, nous serions capables de voir les deux astres côte à côte. Mars, qui est dans l'image ici, est le petit point rouge, beaucoup plus petit que la Lune. Naturellement, on ne voit vraiment pas le même niveau de détail. C'est le genre d'observation qui nous révèle ça. Et donc, je vous invite à ne pas manquer ça. Vraiment, c'est un rapprochement très, très, très serré qui vaut la peine d'essayer de l'apercevoir. Le 8 septembre, il y aura le passage de la Lune entre les Pléiades et les Hyades. Les Pléiades et les Hyades, ce sont deux amas ouverts d'étoiles. Donc, le 8 septembre, à partir de 21h30, on a la Lune qui est ici, entre la planète Mars et l'étoile rougeâtre, aussi Aldébaran. Et les Pléiades, bien, c'est le bel amas d'étoiles qui est situé juste au-dessus ici, nommé aussi M45, et Aldébaran marque le rebord de l'amas des Hyades, qui est l'amas ouvert d'étoiles, un amas de jeunes étoiles qui viennent de naître, qui est le plus proche de la Terre dans l'espace, qu'on peut observer sous la forme de cette forme de V ici, qu'on appelle aussi les Hyades. Donc, les Pléiades et les Hyades, deux belles amas d'étoiles à observer avec une paire de jumelles, par exemple, c'est vraiment l'idéal pour faire l'observation d'amas de jeunes étoiles comme ça ici. Et surtout, lorsque la Lune est présente, bien, ça peut aider le repérage. Bon, on a aussi le passage près de l'amas d'étoiles M35 dans la constellation des Gémeaux, mais j'attire tout de suite votre attention vers le rapprochement entre la Lune, Vénus et M44, qui est l'amas de la Ruche. Dans la constellation du Cancer, juste en face de la constellation du Lion. Donc ça, c'est aux petites heures du matin, à compter de 3 heures du matin jusqu'aux premières lueurs de l'aube. On a Vénus qui est très, très, très brillante dans le ciel du matin. La Lune qui va être près le matin du 14 septembre. Et juste au-dessus de Vénus, eh bien, c'est là que se trouve l'amas de la Ruche. Peut-être à l'œil, on va avoir de la difficulté à le voir puisque la Lune va être quand même assez brillante dans les parages, mais ce ne sera pas une très, très grande Lune. Ça va être un croissant lunaire assez fin et ça risque d'être une scène fort jolie à observer si jamais vous avez une paire de jumelles ou si vous voulez vous tenter à l'astrophotographie. Ça peut être une belle cible de tenter de croquer ça. Et finalement, je me devais de vous parler de ça puisque il va y avoir un rapprochement à la fin du mois et on a une activité spéciale à ce moment-là lorsque la Lune va passer près des planètes Jupiter et Saturne, donc le 25 et le 26 septembre. Et le 26 septembre, eh bien, c'est la Journée internationale d'observation de la Lune, ou plutôt la soirée, même si on la voit en un bout de journée. Et nous allons avoir une diffusion spéciale pour marquer cet événement-là, où on va tenter de faire l'observation en direct de la Lune si les conditions météorologiques le permettent. Alors, voilà qui conclut cette exploration du ciel sous la thématique de la Lune et de la galaxie d'Andromède. Je ne sais pas si on avait des questions, Loïc, pour conclure cette présentation-là ou si nous sommes arrivés à la fin. Quelques-unes, peut-être une petite dernière avant qu'on réponde aux prochaines dans les commentaires dans les prochains jours. Excellent. Peut-être qu'on pourrait attarder un petit peu d'attention sur, à part les marées, quelle est l'influence de la Lune sur la Terre? Quelle est l'influence de la Lune sur la Terre? Les marées, c'est certain que ça a une influence très, très grande parce que les marées, bon, nous, on connaît le phénomène des marées comme étant quelque chose qui anime un peu le bord de l'eau, mais d'un point de vue biologique, ça a une influence énorme. Ça a aussi une influence que ça a ralenti la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, les journées étaient beaucoup plus courtes avant et la Lune était aussi beaucoup plus proche à ce moment-là. Et c'est l'action des marées, puisqu'il doit y avoir une conservation d'énergie, puisque les marées créent une résistance à la rotation de la Terre, ça ralentit la rotation de la Terre et en contrepartie, pour conserver l'énergie par un mécanisme qui semble un peu du charlatanisme, bien, la Lune va reculer. Elle recule de 3,8 cm par année, ce qui est à peu près la vitesse à laquelle poussent nos ongles, pour vous donner une idée. Mais la Lune a aussi une influence qu'elle va stabiliser l'orbite de la Terre. Donc, la Terre est inclinée
son axe de rotation sur elle-même est incliné de 23 degrés par rapport à son orbite autour du Soleil. Mais ça a tendance à osciller comme ça. Et on semble avoir besoin d'une orbite assez stable si on veut que la vie puisse perdurer sur la Terre. Et la présence de la Lune a stabilisé l'orbite de la Terre, qui peut-être aurait oscillé plus si ce n'était pas de la Lune. On sait aussi que la Lune nous a protégés de nombreux impacts météoritiques parce que ça fait une cible ou une interférence gravitationnelle aussi par rapport à certains astres qui orbitent dans le système solaire. C'est les choses qui me viennent en tête là, rapidement à ce niveau-là, puis aussi ne serait-ce que la luminosité de la Lune qui change considérablement une scène. Lorsqu'on vit en ville comme à Montréal, on ne s'en rend pas tellement compte, là. Une nuit sans Lune, une nuit avec Lune, c'est presque du pareil au même. Si vous allez dans un endroit dans le nord des Laurentides ou dans la région de Mégantic ou tout ça, une nuit avec Lune ou une nuit sans Lune, c'est deux mondes complètement différents. Et on voit l'impact que ça a eu sur les animaux, sur les insectes. Il y a plusieurs oiseaux, des insectes qui servent de l'éclairage de la Lune. Les tortues, lorsqu'elles vont éclore, par exemple, vont être guidées par l'éclat de la Lune vers la mer. Alors, ce sont là quelques exemples. Mais je ne m'aventurerai pas plus là, dans le côté biologique, là, le lien entre la biologie des animaux et de la Lune, parce que là, je sors un peu de ma zone de confort, puis j'aurais besoin d'un assistant du biodôme à mes côtés pour y répondre. Mais si on trouve plus d'informations, on vous les transmettra dans le fil de discussion. Et là-dessus, je vais vous souhaiter de très beaux ciels à observer dans les prochains jours. On se redonne rendez-vous donc dans 2 semaines, jeudi à 19 h, où on traitera de la thématique des saisons, plus en particulier dans notre exploration du ciel. Bonne fin de journée.